J'ai toujours bien aimé aller me balader dans les bois, dans la nature. Je suis originaire du Jura. J'ai accompagné mon papa à la chasse. À la sortie du collège, il fallait trouver une orientation. La volonté de ne pas vouloir faire comme les autres. Donc je suis partie en lycée agricole. Le fait de partir en lycée agricole, j'ai découvert aussi les différents métiers liés à l'environnement, à la chasse, à la forêt, à l'agriculture. Et à l'époque, il y avait un BTA gestion de la faune sauvage qui existait en France. Il n'y avait que 5 écoles qui faisaient cette formation-là. Et pareil, ça a été peut-être l'idée de ne pas faire comme les autres et de faire quelque chose que on me disait que c'était pas un métier pour les femmes. Donc quand j'ai voulu faire cette formation, mes profs m'ont dit non, c'est pas fait pour les femmes, et j'ai voulu prouver que bah si, une femme pouvait y arriver. Et je me suis retrouvée dans cette formation à 500 km de chez mes parents à 15 ans. Et à l'issue de cette formation de 2 ans, j'ai poursuivi avec un BTS gestion et protection de la nature. Et voilà, les étoiles étaient alignées à la fin de mon BTS, et en cherchant du travail, j'ai trouvé du travail dans le département de l'Aisne pour une association qui travaillait dans le monde de la chasse, venait d'être créée et qui travaillait en lien avec la Fédération départementale des chasseurs. Donc en fait, tous les éléments étaient réunis pour que ce métier-là soit pour moi. Moi, j'ai pris mes missions comme être au service de. Et donc, c'était être au service du monde de la chasse. Donc, c'était travailler avec les chasseurs sur les recensements de population de gibier. C'était travailler avec eux sur la gestion de leur population, sur des quotas de prélèvement. Mais c'était aussi être au service du monde agricole, parce que je travaillais avec les agriculteurs sur des aménagements de territoire. C'était aussi être au service des collectivités. Des fois, les maires des communes avaient des problèmes de pigeons, qui venaient dans les clochers, qui faisaient des dégâts. Donc, c'était d'aider les collectivités à régler ces problèmes. C'était aussi par rapport au grand public, des problèmes de prédation dans des poulaillers avec des renards, des fuines, des choses comme ça. Le rôle du chasseur, c'est de pouvoir gérer les populations de gibier et de trouver le meilleur équilibre entre l'espèce et le milieu qui accueille cette espèce-là. Alors, il y a certaines espèces, si je prends par exemple tout ce qui est petit gibier, ça va être plutôt de gérer les populations au travers de quotas pour limiter les prélèvements et pas non plus qu'il y a un surprélèvement pour baisser les populations. Mais ça va être de trouver aussi l'équilibre avec les populations de prédateurs, donc limiter aussi les populations de prédateurs du petit gibier. Et ça va être l'aménagement des territoires, pouvoir offrir aussi aux espèces petits gibiers, donc lièvres, perdrix, faisans, le meilleur biotope pour qu'ils puissent avoir des zones de reproduction, des zones de nourriture, des zones de refuge. Et après, pour certaines autres espèces, si on prend par exemple le sanglier, qui est une population qui se développe de plus en plus, mais c'est d'arriver à réguler cette population-là pour pas qu'elle vienne commettre trop de dégâts, et que ce soit des dégâts qui soient supportables aussi sur les terres agricoles. Et donc le but du monde de la chasse, c'est d'arriver à trouver cet équilibre entre espèce et espace. Pour la majorité des chasseurs, le loisir, le plaisir qu'ils ont, c'est pas de tuer du gibier, c'est d'aller avec son chien se promener dans la nature, rencontrer les copains, passer des bons moments avec les copains et d'échanger voilà, au milieu de la nature. C'est plutôt un loisir de détente et de manière collective. Parce que je pense que sur les territoires ruraux, les gens comprennent ce que c'est l'intérêt de la chasse, comprennent l'intérêt aussi, on le voit, l'agribashing, c'est souvent des gens qui sont déconnectés des territoires, qui sont déconnectés de la réalité de terrain, et le monde de la chasse, c'est pareil. Les écologistes, c'est souvent des gens qui ne connaissent pas les problématiques des territoires ruraux, des communes, et donc moi, sur mon territoire, j'ai jamais eu affaire à des écologistes purs et durs qui étaient anti-chasse. J'organisais tous les 4 ans une grande manifestation, fête de la chasse et de la ruralité, et au travers de cette fête de la chasse et de la ruralité, j'arrivais à réunir l'ensemble des associations qui avaient un rapport avec l'environnement. Donc au travers de ces manifestations-là, j'avais bien entendu les associations cynégétiques, mais j'avais aussi des associations entre guillemets de protection de la nature. Et donc dans ces associations de protection de la nature, on a souvent affaire à des naturalistes, et le vrai naturaliste comprend l'intérêt de la chasse. Après la chasse, il y a des réglementations. On parle du nombre de morts à la chasse tous les ans. Le nombre de morts à la chasse tous les ans est beaucoup moins important que le nombre de morts dans les manèges.
Et pourtant, on ne parle pas du nombre de morts dans les manèges. Et donc ça, c'est une fois de plus les médias qui, des fois, déforment la réalité du quotidien. C'est plus facile de faire ressortir cette peur qu'autre chose. La nature appartient à tout le monde, mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des propriétés privées. On n'a pas dans un bois, quelqu'un qui est propriétaire d'un bois, il peut chasser en respectant la réglementation. Par contre, une personne lambda n'a pas à aller se promener dans le bois d'un propriétaire privé. Pour ça, il y a les forêts domaniales. Et là, les forêts domaniales, il y a un partage du milieu pour tout le monde, pour toutes les activités. Donc chacun peut aussi trouver son bonheur de balade dans les forêts domaniales. Ce qui m'inquiète, c'est plutôt le fait qu'on se fait dicter, que les ruraux se font dicter les lois par des gens qui ne connaissent pas les difficultés de la ruralité et les difficultés que le monde agricole peut rencontrer, que le monde de la chasse peut rencontrer, que le monde de la pêche peut rencontrer aussi, le monde de l'équitation aussi maintenant rencontre des difficultés. Et souvent, c'est justement des gens qui ne connaissent pas la réalité de terrain qui se font dicter leurs lois par des citadins, et c'est ça plutôt qui me fait peur. Je pense qu'en tant que citoyen, si chacun peut déjà à son niveau faire de petites actions, et c'est les petits fleuves, les petites rivières qui font les grands fleuves, alors c'est peut-être déjà avoir chez soi avoir un peu son potager, faire le tri sélectif, faire attention à la consommation d'eau, des choses comme ça. Donc oui, dans mon quotidien, après quand ça devient des habitudes, on n'a pas l'impression qu'on fait des efforts, quoi. Et il faut que pour tout le monde, ça soit des habitudes. Mon domaine d'activité, c'était la gestion du petit gibier, donc l'IF Perdrix Faisan, et les aménagements de territoire avec les agriculteurs, où là, je mettais en place des bandes enherbées, des bandes de jachères fleuries pour attirer certains insectes auxiliaires pour limiter les insectes prédateurs des cultures. C'était des plantations de haies, c'était trouver aussi les aménagements qui vont permettre des zones de reproduction pour certaines espèces, mais des zones de repos, des zones de protection. Voilà, donc c'était plutôt ça mon travail avec le monde agricole, et j'ai pas forcément travaillé sur la forêt. L'espèce qui s'adapte de mieux en mieux à nos territoires, c'est le faisan. Puisque la période de reproduction est un peu plus étalée que pour la perdrix. La perdrix, la période de reproduction est vraiment sur la période du mois de juin. Les moissons étant un petit peu plus avancées du fait de ce qu'on parlait tout à l'heure, le réchauffement climatique. Donc souvent les moissons sont en plein dans la reproduction des perdrix. Les perdrix vont nicher dans les 30 premiers mètres des blés principalement. Donc là on a un impact de destruction très important. Alors que le faisan, lui, est une espèce qui a une période de reproduction plus longue, et donc qui s'adapte beaucoup plus. Les jeunes sont beaucoup moins fragiles à la naissance que les jeunes de perdrix. Et on peut avoir ce qu'on appelle chez le faisan des pontes de recoquetage. Donc des pontes, une fois que le nid est détruit, on peut avoir plusieurs pontes de refaites pour que la poule puisse mener à bien sa compagnie. Maintenant, il y a de moins en moins d'éleveurs sur les territoires, donc on garde quelques haies, mais de chaque côté, des fois, c'est des cultures, c'est même pas forcément des pâtures. La haie, elle a évolué aussi pour avoir un côté économique pour l'agriculteur. Donc tout ce qui est chaudière à bois déchiqueté, donc ou même certains bois de chauffage, mais là on voit quand même une grosse évolution sur le territoire de bois déchiqueté pour alimenter les chaudières ou les réseaux de chaleur collectifs, quoi. En fait, les effets écologiques, c'est comme les jachères fleuries qu'on mettait. Voilà, il y a des carabes qui vont être dans la haie. Ces carabes-là vont aller manger des œufs de certains insectes, limiter certains insectes ravageurs. Et donc, oui, ils ont cet intérêt-là aussi, les haies, d'avoir une biodiversité beaucoup plus importante, avoir un écosystème spécifique à la haie, et cet écosystème spécifique à la haie va aussi rendre des services aux cultures avoisinantes. Je vois dans le monde agricole, on a de plus en plus d'agriculteurs en conservation des sols ou en agriculteurs qui travaillent avec l'environnement, avec la nature. Il faut
il faut que ça soit donnant-donnant. Il faut que l'environnement, la nature apporte des services à l'homme, mais il faut que l'homme aussi respecte la nature pour qu'on puisse continuer à avoir ces services-là. Moi, il y a un mot que j'accepte pas quand on parle de l'environnement, c'est protéger. On n'est pas là pour protéger. Protéger, c'est une mise sous cloche. Le but, c'est pas une mise sous cloche, le but, c'est une gestion. C'est ce que je disais tout à l'heure. La gestion, c'est arriver à trouver le bon équilibre, justement, entre les espèces, les espaces, les activités humaines aussi. Et donc, c'est ça, l'homme, on est là pour gérer l'environnement. On n'est pas là pour protéger, mettre sous cloche et laisser la nature faire. Si on laisse la nature faire, je reprends l'exemple des sangliers par exemple tout à l'heure, si dans un bois on laisse une population de sangliers proliférer, eh ben, ils vont causer des dégâts dans les cultures avoisinantes, donc ça va être des problèmes aussi pour les agriculteurs. On va avoir aussi des maladies, si la population est trop importante, des maladies qui vont se propager. Donc voilà, donc le but c'est pas de protéger, le but c'est de gérer. Donc, je me rappelle d'une chasse au lièvre où, petit matin jurassien avec des températures négatives, où j'étais dans une pâture entourée de haies, et là, je vois les chiens partir derrière un lièvre, et mon papa me dit bouge pas, on reste là, et de toute façon il va revenir. Un lièvre, ça fait toujours une boucle et il revient toujours au même endroit. Et il avait raison, 15-20 minutes après, on a vu le lièvre passer avec les chiens derrière. Voilà, donc c'était un bon moment de partage de souvenirs, de voir cette chasse et au milieu d'une nature qui, voilà, des forêts jurassiennes, des pâtures jurassiennes. Alors dans la forêt ou dans la nature d'une manière générale, c'est plutôt la beauté des paysages. Le silence aussi qu'il y a dans la nature, ce silence aussi qui est des fois avec plein de bruits différents. C'est un faux silence, c'est des bruits qu'on n'entend pas ailleurs, et c'est savoir regarder, écouter la nature qui me plaît. Dans le même, quand on parle de bruit, peut-être que quelque chose qui m'a impressionné, c'est justement à quelques kilomètres d'où j'étais là avec mon papa à ce moment-là, il y a un grand lac où je vais très souvent, qui était gelé. Et rien que le fait de lancer un caillou sur un lac gelé, c'est un bruit qui est exceptionnel, qui résonne au milieu de la vallée jurassienne. Et donc, ouais, ce souvenir-là, assez impressionnant. Et après, si je fais référence plutôt là au territoire de la Thiérache, où j'habite maintenant depuis 25 ans, c'est ce bruit de la perdrix, du chant de la perdrix, qui est quand même un bruit très atypique, et qu'on entend de temps en temps, et que voilà, une fois qu'on l'a entendu, on ne peut pas confondre le chant de cet oiseau avec le chant d'un autre oiseau.